OK, merci, merci de votre accueil. Bon, bah, donc oui, désolé d'être un peu de contraindre un petit peu l'agenda. Donc on peut directement passer à la diapo suivante, là, sans le texte. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, une photo, un peu balnéaire comme ça là, mais c'est assez représentatif de ce qu'on a en tête quand on fait des projets. En général, on pense que le monde est stable. Donc il ressemble un peu à ça, voilà, il fait beau et s'il y a des petites fluctuations, c'est les vagues sur la mer. Sauf que dans cette ville, du jour au lendemain, et donc c'est sur la diapo suivante, dans cette ville, eh ben, il peut se passer ça. Donc c'était Valence en Espagne, et donc 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Donc c'est imprévisible, impensable. Enfin, voilà, ça surprend tout le monde. Et donc ça illustre assez bien le monde dans lequel on rentre. On est en train de quitter le monde de la continuité pour rentrer dans le monde des ruptures. Et donc ça, c'est là, je ne fais que endosser le fait scientifique, hein, c'est ce que disent tous les scientifiques du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial. Donc il y a consensus là-dessus. Nous sommes en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Donc c'est ce que j'appelle le monde fluctuant, ça veut dire variable et imprévisible. Et donc les variations vont augmenter très fort. Alors ça, enfin bon, il y a des exemples, hein, mais en France, par exemple, les événements climatiques extrêmes, leur fréquence ça a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc c'est même quelque chose que l'on vit, ce ne sont plus des prédictions, on est rentré dans le monde fluctuant. Alors on peut se demander pourquoi ça nous tombe dessus, pourquoi nous sommes la génération qui va vivre des fluctuations que l'humanité n'a pas vécues depuis des milliers d'années. Comment ça se fait que ça nous tombe dessus comme ça? Alors sur la diapo suivante, une cause à laquelle on peut penser et qui finalement pour moi est le cœur du problème, c'est que ça fait plusieurs dizaines d'années, plusieurs siècles, et voire même plusieurs millénaires, mais c'est surtout les dernières, depuis les années 50, hein, grosso modo, qu'on a mis l'accent sur la performance. La performance, donc je prends la définition du contrôleur de gestion. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Et ben, quand on réfléchit bien, nos vies, nos journées sont rythmées au rythme de cette injonction à performer en permanence. Donc là, vous avez deux exemples, hein, de l'électronique, un lotissement, mais vous voyez que finalement, la rationalité de la performance s'invite à toutes les échelles. Et puis, c'est tout le temps. Donc, c'est après le petit déjeuner, la façon dont on empile les bols dans l'armoire, le trajet domicile-travail, la planification des vacances. Tout ça, c'est soumis à l'injonction de performer en permanence. Et alors, on le sait bien, quand on augmente les performances, quand on optimise, quand on suroptimise, on fragilise. Et donc, c'est sur la diapo suivante. En fait, ce monde qui craque de tous les côtés, c'est la manifestation de sociétés humaines qui ont mis le compas sur la performance beaucoup trop fort. Et donc, il y a des exemples très anecdotiques, hein, comme la pénurie de moutarde en 2022, parce qu'il y a une sécheresse au Canada. Bah, ça, c'est de la suroptimisation qui fragilise, hein, et voilà, la filière de la moutarde. Mais il y a plein d'autres exemples, hein, le bateau dans le canal de Suez là, qui a bloqué des entreprises pendant des mois, hein, quand même. Hein. CrowdStrike, l'été dernier, voilà, une panne informatique mondiale causée par une erreur de mise à jour d'une entreprise de cybersécurité. Enfin, il faut quand même réaliser la fragilité de notre système numérique. Donc, on est dans ce monde-là, voilà, qui fragilise, qui est très fragilisé parce qu'il s'est suroptimisé. Et alors, on pourrait penser que ça se limite au monde économique. Alors, évidemment que ça touche tous les secteurs, et donc notamment le secteur de l'université et de la recherche. Et donc, sur la diapo suivante, il y a un bel exemple de critique de la performance. C'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors, dans le monde de l'université, dans le monde de la recherche, mais c'est partout, hein, mais bon, là, je cible un peu plus le milieu de l'université, on adore les indicateurs de performance, les journaux avec des facteurs d'impact, les chercheurs avec des indices H, le classement de Shanghai. Alors, qu'est-ce que ça produit, ça? Eh ben, ça produit une inflation de fraude scientifique, évidemment, parce qu'on veut publier plus vite. Et donc, du coup, ben, il y a moins de contrôle, c'est plus difficile de savoir ce qui sort. Et surtout, et donc ça, c'est ce que vous voyez à droite, là, dans l'article de Park et al. Dans Nature en 2023, quand l'axe des Y, hein, c'est un indicateur de l'aspect disruptif des articles. Donc plus c'est haut, plus ça change le champ disciplinaire. Ben, on voit que dans les années 50, il y avait peu d'articles, mais qu'ils étaient très disruptifs. Donc, ils changeaient vraiment la pensée dans le champ disciplinaire. Et depuis les années 2000, on publie énormément et c'est de la recherche incrémentale. Donc, en fait, on est en train de faire le contraire de ce qu'on voudrait faire, hein, très clairement. Hein. On fait des masses de papier, tout ça pour augmenter des facteurs d'impact, pour augmenter des facteurs H,
en oubliant un peu à quoi exactement, à quoi ça sert tout ça, quoi, cette connaissance. Et alors, cette histoire de rupture, hein, donc ça c'est la critique plutôt de la performance, mais cette histoire de rupture du monde, de partout, hein, sur le plan social, sur le plan économique, c'est pareil, ça ne s'arrête pas aux portes de l'université, ça peut rentrer dans l'université. Et donc, sur la diapo suivante, je voudrais quand même vous poser ça. On a déjà fait l'expérience d'une rupture fondamentale à l'université. La dernière fois, c'était en 1793. En 1793, on a supprimé toutes les universités françaises. Donc, c'était pendant la Convention et c'était un choix conscient. C'est que les universités, à l'époque, étaient plutôt tournées sur la tradition, sur la théologie, sur la rhétorique. Donc, elles étaient plutôt le nez dans le rétroviseur. Et en 1793, on les a toutes fermées et on les a réouvertes. Et on a surtout ouvert des grandes écoles, enfin, c'est toute la série des grandes écoles qu'on connaît aujourd'hui, l'école de physique, de chimie surtout, qui se sont tournées vers l'avenir. Et donc, on a fermé les universités du passé pour ouvrir les universités de l'avenir. Mais ça veut dire qu'on a pu fermer des universités. Et en fait, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est le même genre de rupture où on commence à fermer des universités pour des choix politiques. Donc, il faut bien considérer que le monde de la rupture, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à l'université, c'est aussi quelque chose qui va attaquer l'université de l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est souvent le monde universitaire, et j'en fais partie, hein, on est plutôt conservateur hein, parce qu'en fait on travaille sur du temps long, on est capable d'argumenter, donc on est capable surtout de s'auto-convaincre et on oublie un peu que finalement le monde fluctuant ça va nous toucher aussi. Hein. Et puis une dernière critique, enfin en tout cas une dernière analyse de la performance, c'est sur la diapo suivante avec une animation en 3 points. Quand on met l'accent sur la performance, donc définie hein, comme l'efficacité et l'efficience, en fait, c'est toujours une performance relative. Donc, sur l'animation suivante, c'est quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition. Et dans une compétition, qui gagne? Eh ben, c'est très simple. Animation suivante, c'est les plus violents qui gagnent. Et donc ça, c'est toujours vrai. Hein, ça ne dépend pas du système. Et donc en fait, on le voit très bien. Hein, par exemple, le sportif de compétition. Prenez l'exemple de Sébastien Chabal, qui vient de révéler qu'il a une amnésie, il ne se souvient plus de ses matchs de rugby. Ça veut dire que quand même, il a eu un certain nombre de commotions cérébrales pendant ses compétitions sportives. Là, on voit bien que la performance induit de la violence. Mais c'est donc en effet beaucoup plus général que ça. À la limite, quand il y a des petits moments de performance, il y a des petits moments de violence. Donc, par exemple, c'est le pompier qui va au feu. On peut comprendre qu'il est violent avec son corps, le pompier qui va au feu, parce que ça dure que 20 minutes. Le problème, c'est quand on est dans une culture de la performance, on entre dans une culture de la violence. Et c'est ça le problème. Et donc, la culture de la violence, elle s'exerce contre les femmes, contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes. Et donc, évidemment, c'est le sujet que je choisis aujourd'hui. Donc, sur la diapo suivante, ce qu'on voit en fait, c'est que notre culture de la performance, elle génère un burn-out planétaire. Donc, ce monde de la performance, en fait, si je le dis différemment, les écosystèmes sont épuisés par notre performance. On est en train de tuer les habitats terrestres, de polluer les habitats terrestres et même de tuer les habitants, les pesticides, hein, par exemple. Donc, on rentre dans ce monde qui devient toxique pour les écosystèmes parce que nous sommes trop performants. Et la conclusion de ça, c'est qu'en fait, on est en train d'éliminer tous les tampons planétaires, l'océan, enfin voilà, plein de choses, voilà. Donc qui font que le monde devient plus fluctuant. Voilà. Donc en fait, quand on augmente la performance, y compris dans les écosystèmes, quand on veut les rendre plus performants ces écosystèmes, en fait ils deviennent de plus en plus fluctuants parce qu'il y a moins de soupapes de sécurité. On peut le dire comme ça. Et donc c'est le monde fluctuant. Et donc encore une fois, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Enfin la plupart des scientifiques sont d'accord là-dessus. On va rentrer dans un monde de plus en plus variable. Donc en fait, je reboucle sur ce que je vous disais au départ. Mais vous voyez qu'en fait, il y a clairement un lien à notre tropisme pour la performance. Alors, comment on va gérer ce problème-là? C'est la question à se poser au XXIe siècle. Comment habiter le monde fluctuant? En fait, si on réfléchit bien, c'est la première question à se poser au XXIe siècle. Toutes les autres questions sont secondaires. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème de CO2, qu'il n'y a pas de problème de mercure, de PFAS et tout ça. Oui, tout ça, c'est des problèmes. Mais il y a un problème qui est en ombrelle au-dessus de tous les autres, c'est ça, comment habiter le monde fluctuant. Alors, j'ai mis un arbre sur cette photo parce que, en fait, c'est une très grande question, mais la réponse, on l'a sous les yeux. Ça fait des millions d'années que les êtres vivants vivent avec des fluctuations. Donc, ils ont des recettes, ils ont des lois, des principes qui leur permettent de vivre dans un monde fluctuant. Et donc, c'est là qu'on peut faire de la bio-inspiration,
voir comment font-ils, qu'est-ce qui leur permet de vivre dans un monde fluctuant. Alors ça tient en un mot, et c'est sur la diapo suivante. Ce mot, c'est le mot robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Alors la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc c'est l'arbre dans le vent, par exemple. Il est stable à court terme malgré les fluctuations, mais il est aussi capable de grandir, de pousser, de faire des branches, de faire des feuilles, et donc il est aussi viable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est la robustesse du vivant. Donc quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, parce que évidemment que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. C'est la définition de la robustesse. Dans un monde qui devient fluctuant, il faut être de plus en plus robuste. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment font les êtres vivants pour être robustes. Et là, c'est là que c'est extraordinaire. Quand on analyse les systèmes vivants, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. En fait, ça crève les yeux, hein. Quand on regarde les êtres vivants, ce qui domine très largement, c'est la robustesse. Le primat est donné à la robustesse. La performance est quasiment toujours secondaire. Donc les êtres vivants sont robustes avant d'être performants, et nous, les sociétés humaines, on est plutôt performants avant d'être robustes. Et donc c'est un monde contraire. Le monde contraire, c'est nous, hein. Ce sont nous, les sociétés humaines, qui sommes extraterrestres sur Terre. Les terrestres sont robustes avant d'être performants. Les sociétés humaines, depuis quelques dizaines d'années, on est performants avant d'être robustes. Et donc, alors c'est très clair, hein, quand vous analysez les systèmes vivants, vous voyez, j'ai mis des mots là à gauche, qui sont un peu les mots que l'on retrouve dans tous les systèmes du vivant, hein, les réseaux de neurones, les réseaux physiologiques, les réseaux des écosystèmes, les réseaux métaboliques. Donc, inefficacité, il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants, hein, c'est le vol de la mouche, l'évolution darwinienne, tout ça, ça n'a pas d'objectif, hein. Hétérogénéité, incertitude, délai, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement, c'est ça qu'on voit en premier quand on analyse le système de façon un peu holistique, hein, les systèmes vivants, c'est ça qui sort en tout premier. C'est d'abord des systèmes redondants, d'abord des systèmes inefficaces, d'abord des systèmes avec beaucoup de processus aléatoires. La redondance, hein, c'est peut-être le plus simple, hein. Regardez un arbre, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Ça, c'est un système redondant. Regardez le nombre d'alvéoles pulmonaires que nous avons dans les poumons ou le nombre de villosités que nous avons dans les intestins. Ça, c'est extrêmement redondant. Donc, c'est ça qui définit les vivants en premier. Et c'est vraiment structurel. C'est ça qui domine, mais très, très, très largement. Juste pour donner un exemple, hein, le rendement énergétique de la photosynthèse, qui existe depuis 3,8 milliards d'années, c'est 1%. Donc, ça veut dire que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc ça, c'est pas performant, hein. Mais par contre, c'est robuste parce que ce faible rendement permet aux plantes de gérer des fluctuations lumineuses. Donc maintenant, c'est très bien démontré. Voilà, donc c'est ça qui domine. Alors, juste quand même un exemple sur la diapo suivante pour illustrer le compromis entre performance et robustesse chez les êtres vivants. C'est la température corporelle. C'est mon exemple que je prends tout le temps, mais c'est le plus simple. Donc, vous savez que les humains, nous sommes à 37 degrés. Donc, ça, c'est notre température de croisière. Et puis, si on attrape le virus de la grippe, on va monter en température 38, 39, 40. Bon, bah, si on isole les enzymes du corps humain, on va trouver que leur optimum d'activité, en général, il n'est pas à 37 degrés. En général, il est à 40 degrés. Donc, ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps fonctionne de façon satisfaisante, ni plus ni moins. Donc, ce n'est pas extraordinaire. À 40 degrés, par contre, nos enzymes sont nettement plus performantes. Et notamment, les enzymes de notre système immunitaire sont nettement plus performantes. Et donc, ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps n'est pas très performant, mais nous avons gardé des marges de manœuvre. À 40 degrés, nos enzymes sont très performantes, notre système immunitaire est très performant, et donc on comprend, parce qu'il faut dégager le pathogène qui passe. Mais par contre, on est épuisé à 40 degrés, parce qu'on est en train de faire l'expérience d'un burn-out métabolique, un burn-out physiologique. Nos enzymes sont en train de s'épuiser, elles sont en train de se dénaturer, parce qu'elles tournent beaucoup trop vite. Donc en fait, à 40 degrés, c'est très performant, mais ça ne marche que pendant 3 jours. Après 3 jours, c'est mortel. En fait, ça devient vraiment létal. Donc on ne peut pas rester à 40 degrés 3 jours en continu. Donc on est obligé de revenir à 37 degrés. Et donc là, vous voyez le truc tout simple, hein, c'est que l'essentiel de votre vie, vous allez la passer à 37 degrés, c'est-à-dire en mode dégradé, le mode robuste. Et puis, il y a quelques jours dans votre vie que vous allez passer à 40 degrés, qui est le mode performant, mais c'est le mode fragile. Et donc là, vous voyez bien que dans le vivant, on a fait le choix, c'est plutôt l'évolution qui a sélectionné
la robustesse devant la performance. Alors c'est juste un exemple, hein, mais il y en a des milliers d'autres, hein, et c'est toujours comme ça. Hein. Grosso modo, on le trouve partout, partout, partout dans le vivant. Hein. Alors du coup, je sors de la biologie. Diapo suivante, ça va nous éclairer pour nous, société humaine. Alors, en fait, ce qui nous arrive aujourd'hui là, c'est pas une crise géopolitique, c'est pas une crise économique, c'est pas une crise écologique, c'est pas une crise sociale. Hein. C'est d'abord une crise culturelle. C'est ça qui nous arrive. C'est une crise culturelle. Ça fait 10 000 ans qu'on est enfermé dans l'idée que le progrès de l'humanité, c'est des gains de performance. Donc, depuis qu'on a inventé l'agriculture, grosso modo, la domestication, on a pensé que le progrès, c'était d'augmenter les performances individuelles, des collectifs, des organisations, des technologies. Et donc, on est parti dans ce chemin, on est tombé dans le piège de la performance. Après l'agriculture, ben voilà, on a fait l'extraction, hein, des esclaves, du bois, des plantations, de la colonisation, du charbon, du pétrole, aujourd'hui des métaux. On est extractiviste avec un progrès qui pense que quand on augmente les performances, en fait, on augmente notre robustesse. Et en fait, non, c'est une courbe en cloche. Quand on augmente les performances, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que plus on augmente les performances et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. La nature menacée devient menaçante. C'est ça qui se passe. Et donc, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est physiquement impossible. Si on augmente les performances, efficacité, efficience, ça veut dire qu'on va se canaliser encore plus. Et que si on se canalise encore plus dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, c'est une mission suicide, hein, très clairement. Donc, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Du coup, c'est quoi? C'est très simple. Diapo suivante, il faut changer d'axe. Le futur du progrès, dans un monde qui va devenir de plus en plus fluctuant, ce sera des gains de robustesse. Il va falloir augmenter notre robustesse. Et vous voyez que c'est sur deux axes différents parce qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. Si on est très performant, on est très efficace, très efficient, et donc on s'est enferré dans un silo, dans un canal. Donc en effet, on est très performant, mais par contre, on n'est plus du tout adaptable. Quand on est très robuste, on diversifie, on explore, on expérimente, on fait de la recherche, hein, par exemple. Voilà. Ça a un coût en performance, hein, évidemment. Hein. C'est pas du tout efficace, hein, tout ça, hein. Ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, donc c'est pas performant. Mais par contre, ça nourrit la robustesse. Donc, vous voyez, c'est un basculement fondamental. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'en 2025, on est en train de finalement quitter le néolithique. Le néolithique, c'est quand les humains voulaient contrôler la nature. Et donc, voilà, l'agriculture, la domestication, tout ça, c'est des marqueurs très clairs d'un choix conscient des humains pour contrôler la nature, la Renaissance, etc. Enfin, bon, toutes ces étapes. Et aujourd'hui, on se rend compte que la nature se réveille et que nous avons perdu le contrôle. On n'est plus capable de domestiquer le feu, y compris à Hollywood. C'est bien un endroit où on devrait être capable de domestiquer le feu, c'est à Hollywood quand même. On n'y arrive même pas à Hollywood. Donc ça veut dire qu'on a perdu le contrôle. Et donc il va falloir vivre en ayant perdu le contrôle. Et ça, on déraille du néolithique. Voilà, enfin. Alors ça, c'est très pragmatique, ce que je suis en train de vous dire. Là, je ne fais qu'endosser le fait scientifique. Hein. Le monde devient de plus en plus fluctuant. Dans un monde plus fluctuant, il faut être plus robuste. Pour être plus robuste, il y a un compromis à trouver avec la performance. Donc, il va falloir baisser les performances pour augmenter la robustesse. Alors ça, c'est très pragmatique. Par contre, ça peut paraître complètement utopique parce qu'on est encore dans le monde de la performance. Donc, est-ce que c'est crédible comme ça qu'on bascule de 10 000 ans de performance en roue libre vers de la robustesse? Alors, diapo suivante, il y a le vivant, en fait, nous donne encore des clés là pour expliquer, pour essayer d'apprendre comment un système peut basculer. C'est notamment les nuées d'oiseaux. Donc, les nuées d'oiseaux, c'est un bel exemple de système qui bascule tout le temps. Donc, ils tournent à droite, ils tournent à gauche. Et vous voyez que les oiseaux, quand ils tournent, il n'y a pas d'oiseaux qui tombent. Hein. Donc, manifestement, c'est un système qui bascule sans faire de casse. Alors, comment font-ils? Alors, c'est très simple, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. Et donc, c'est eux qui vont se synchroniser quand ils voient arriver un prédateur ou quand ils voient arriver une autre nuée d'oiseaux. Et donc, ils vont se synchroniser à la périphérie et ils vont contaminer le cœur du système. Le cœur du système, ce sont des oiseaux qui sont aveugles aux fluctuations. En fait, ils ne voient pas le monde. En fait, ils ne voient pas les fluctuations du monde. Donc, en fait, la périphérie se synchronise, ça contamine le cœur et le cœur va finir par basculer avec le reste de la nuée.
Donc ça veut dire que les systèmes basculent par les marges, par la périphérie. Et donc ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour un banc de poissons et c'est vrai pour beaucoup de systèmes sociaux. La Chine, par exemple, impériale, elle a basculé par des événements aux marges, les comptoirs occidentaux notamment. Donc c'est beaucoup d'exemples comme ça. On voit que ce sont les marges qui guident le basculement. C'est la phrase de Jean-Luc Godard, c'est la marge qui tient la page. Voilà, on est vraiment dans ce monde-là. Donc ça veut dire que si on veut voir le monde basculer de la performance à la robustesse, c'est pas la peine d'aller voir le ministère de l'Éducation nationale, la Commission européenne, McKinsey, Total, BP. Tout ça, c'est le cœur faisandé de la performance parce que c'est le cœur du système. Donc ils sont aveugles aux fluctuations. Enfin, je leur en veux pas, c'est juste qu'ils ne le voient pas. Donc ils peuvent pas savoir ce qui se passe. En fait, il faut plutôt aller aux marges parce que là, on va trouver des collectifs de citoyens, des entreprises, des organisations, des collectivités qui sont déjà exposés aux fluctuations et qui sont déjà en train de développer leur robustesse. Alors, c'est ça qui est très joyeux, c'est qu'en fait, la bascule de la performance à la robustesse, ce n'est pas une utopie, ça fait 20 ans qu'on est en train de basculer. Il y a 20 ans, c'était très marginal, c'était Pierre Rabhi, c'était à peu près tout. Là, maintenant, ça devient massif et ça s'accélère et ça va de plus en plus vite. Alors, du coup, diapo suivante, quelques exemples. Saint-Martin-d'Auxigny, petit village rural qui, vous voyez, à gauche, a subi le remembrement. Donc, on a canalisé les rivières pour augmenter les surfaces agricoles. Ça, c'est une stratégie de performance, d'optimisation. Quand on fait ça, on a canalisé la rivière. Cette rivière canalisée, ça devient une autoroute pour l'eau. Et du coup, quand il pleut beaucoup, cette eau, elle va aller très, très vite inonder la ville voisine. Optimiser, fragilise. Donc, ils se sont fait inonder plusieurs fois. Et vous voyez qu'à droite, ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont retracé une rivière, ils ont reméandré leur rivière. Et maintenant, cette rivière qui est plus lente, quand il pleut beaucoup, elle déborde dans la parcelle et elle n'inonde plus la ville. Et donc là, en fait, on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. C'est un très bel exemple aux marges, dans un petit village, où on a fait le choix de la robustesse contre celui de la performance. Et ce qui me plaît bien dans cet exemple, c'est que non seulement ça existe aux marges, mais on en parle au journal de France 2 en prime time, à 20h. Donc les marges sont en train de contaminer le cœur. Voilà, c'est juste un exemple. Diapo suivante, dans le monde agricole, qu'est-ce qu'on voit arriver ? L'agroécologie. On parle beaucoup de crise du bio en ce moment. Le Sénat, de façon très indigne, a reculé sur l'agriculture biologique. Donc il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on refuse le fait scientifique, aussi en France. Au Sénat, on refuse le fait scientifique. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les chiffres sur le temps long ? Depuis 20 ans, les surfaces agricoles en agroécologie, elles augmentent chaque année en Europe. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que tout simplement, l'agriculture intensive, elle est condamnée. Elle dépend d'un pétrole pas cher, d'un phosphate abondant. Tout ça, c'est dans 20 ans, ce sera terminé. Donc en fait, quand on est un petit paysan, aujourd'hui, on ne peut pas commencer en agriculture intensive. C'est trop cher. Et du coup, il y a plein d'exemples qui montrent qu'on est en train de basculer. Alors là, je vous montre l'exemple des mélanges variétaux de blé. Les mélanges variétaux, c'est quand un paysan ne cherche pas le rendement maximal, donc pas la meilleure variété en monoculture, il va plutôt mélanger une vingtaine de variétés de blé. Donc ça veut dire qu'il y aura un tiers qui sera résistante à la sécheresse, un tiers qui sera résistante aux inondations, et un tiers qui est au milieu. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir le meilleur rendement, mais on va avoir le rendement le plus stable. Et donc ça, c'est une stratégie de robustesse. Vous voyez qu'en 2010, les surfaces de blé tendre cultivées en mélange variétal, c'était à peu près 5%. En 2020, dans l'Hérault, vers Montpellier, c'est 40%. Et donc, la décennie 2010-2020, on voit bien que c'est là que ça bascule. En fait, sur plein de facteurs. Si vous regardez plein de paramètres socio-économiques, c'est entre 2010 et 2020 que ça décolle, qu'on décolle de la performance pour aller vers la robustesse. C'est vraiment cette décennie-là où on voit que c'est en train de basculer. Donc, l'agriculture, sur la diapo suivante, en fait, ça permet de l'illustrer. L'agriculture est en train de basculer, elle aussi. Donc, dans le monde de la performance, et surtout depuis 1945, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. C'était l'agriculture intensive, extraterrestre, où on fuyait les fluctuations avec de l'irrigation, du pétrole, des engrais, des pesticides. Donc, c'était de l'agriculture martienne sur Terre, en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit arriver ? La question inverse, les paysans qui font de l'agroécologie se posent la question comment la production peut nourrir les écosystèmes.
c'est la question inverse. C'est-à-dire qu'un paysan qui fait de l'agroécologie, il ne fait pas que du rendement, il fait aussi de l'hygrométrie de ses sols, il maintient des insectes auxiliaires, s'il fait des mélanges végétaux, il les mélange avec ses voisins paysans. Donc c'est le monde de la richesse des interactions. Et donc c'est un monde où en fait on a quitté le monde de l'abondance matérielle pour aller dans l'abondance des interactions. Et donc c'est une réponse pragmatique à un monde qui fait face à des pénuries chroniques de ressources. Notre infini n'est plus dans l'abondance matérielle, c'est dans l'abondance des interactions. Donc quelque part, on est en train de basculer d'une posture de parasite avec la Terre à une posture de symbionte avec la Terre. Et donc dans l'agriculture, c'est évident. Hein. Diapo suivante, une autre marge qui est en train de basculer dans le monde des entreprises, c'est le tout réparable. Le tout réparable, il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Il y a plein de choses, hein, des pulls, des jeans, d'électronique agricole, des véhicules. Voilà. Il y a 400 Repair Café en France. Enfin, c'est vraiment énorme. Hein, et des grandes marques, hein, voilà, Darty, Decathlon, tout ça. Intersport, enfin, il y en a vraiment plein. Hein, donc, tout le monde répare. Hein, et ça, c'est une façon d'illustrer que ce choix du tout réparable, ce n'est pas par vertu sociale, ce n'est pas par vertu écologique, c'est un choix pragmatique. Si la Chine envahit Taïwan la semaine prochaine, la Chine fermera ses frontières. Si l'entreprise dépend d'un bien importé chinois, elle mettra la clé sous la porte, sauf si elle a développé des facultés de réparabilité dans le territoire. Donc c'est pour ça que ça se développe. Hein. Et donc c'est une belle réponse à l'obsolescence programmée. Hein. Oui, en fait, on est en train de basculer dans ce monde-là et ça se passe sous nos yeux. C'est vraiment évident. Alors du coup, diapo suivante, ça change autre chose. Là, ça inverse ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur dans le monde de la performance, c'était quelqu'un qui faisait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Donc c'était quelqu'un qui faisait plutôt des objets très performants mais très fragiles. Hein. C'est l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, un ingénieur, une ingénieure, il ou elle aura les mêmes savoirs scientifiques, mais c'est le sens des technologies qui change. On va demander aux ingénieurs de développer des solutions robustes. Et donc, des solutions robustes, c'est quoi? C'est de la technodiversité. Et ces solutions, donc ça veut dire qu'il y a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, hein, c'est ça. Hein. Enfin, un ingénieur ne va pas développer la meilleure solution, il faut surtout développer plusieurs solutions qui sont toutes robustes. Et en plus, ce qu'on vise, c'est l'autonomie technique des citoyens. Il faut que les solutions soient réparables, adaptables, évoluables par les citoyens dans le territoire. Donc ça, c'est de la robustesse. Et donc, vous voyez, en fait, ça permet de dire que le monde de la robustesse n'est pas technophobe. En fait, le monde de la robustesse est technophile. Le hold-up du XXe siècle, c'est d'avoir fait croire que le monde de la performance est technophile. C'est vraiment un hold-up, hein, c'est un mensonge. Le monde de la performance est technophobe, et très technophobe, parce que quand on fait des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. C'est technophobe. Et en plus, à chaque fois, ça éloigne les citoyens de la technologie. Donc, c'est doublement technophobe. Le monde de la robustesse est réellement technophile. Et donc, vous voyez qu'on peut réconcilier Ivan Illich et la technologie grâce à la robustesse. Donc, c'est quand même assez joyeux. Et donc, c'est ça qu'il faut dire aux élèves ingénieurs qui désertent les écoles d'ingénieurs. Hein, c'est qu'en fait, on a besoin d'eux. Et c'est leur métier qui va changer, très clairement. Allez, un petit dernier exemple aux marges. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Donc, notamment dans les entreprises, hein, les scopes, les coopératives, les approches participatives, les conventions citoyennes. Donc ça se développe très fort. Et puis, ce qu'on voit aussi arriver dans le monde universitaire, dans le monde de la recherche, c'est les sciences citoyennes, la recherche participative. Et ben, ça, c'est typiquement des modes de recherche qui ne sont pas performants. C'est-à-dire que ça va être, quand on va publier dans Sciences citoyennes, hein, ce ne sera pas publié dans Nature et Science. Hein, c'est souvent de la recherche très locale, très située, donc qui n'intéresse pas les journaux à fort facteur d'impact. Mais par contre, ça réconcilie les citoyens et l'université et la recherche. Et donc là, on fait de la robustesse sociale par la science. Et donc, c'est nettement plus long, nettement plus complexe. Ça demande beaucoup plus de travail, de participation. Hein. Mais par contre, c'est vraiment de la science qui transforme les territoires. Là, en fait, on va créer des communautés apprenantes dans les territoires. Et c'est très clairement un des rôles majeurs de l'université, que l'université devra endosser dans les années à venir. Hein. C'est qu'il va falloir sortir de l'université de la tour d'ivoire. Hein, on le dit déjà depuis des années, hein, mais là, ça va vraiment se développer de plus en plus fort. Quoi. Avec les fluctuations, c'est clair que l'université va devoir endosser ce rôle-là. Alors du coup, diapo suivante, on arrive à un peu à un équilibre, un nouvel équilibre. Pendant des années, on a misé sur la performance en pensant que le monde était stable, en faisant cette hypothèse. Et puis quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse.
Bon, ben, maintenant qu'on arrive dans le monde de la polycrise, de la permacrise, on va faire de la robustesse tout le temps et de temps en temps, on va autoriser la performance. Donc c'est comme pour la fièvre, hein. Donc c'est vraiment une inversion. Enfin, si je peux donner un autre exemple, c'est le pompier, hein. Le pompier, quand il va au feu, il fait de la performance, mais ça dure très peu de temps. Le reste du temps, le pompier, il dort, il attend qu'on le sonne, il s'entraîne, ben, c'est plutôt de la robustesse. Alors, des outils, comment on fait pour basculer? Parce que si on reste comme ça, là, en fait, on va basculer vers la robustesse, hein, c'est sûr, hein, mais si on laisse faire, il y aura beaucoup de casse. Donc, c'est là qu'il y a une question politique, hein. Donc, comment on fait pour basculer vers la robustesse avec le moins de casse possible, hein. Ça veut dire comment on fait pour monter en échelle dans la robustesse en contaminant, hein, finalement. Alors, comment on fait? Alors, premier outil, ouais, diapo suivante, c'est la distance à prendre avec les indicateurs de performance. Donc, pareil, hein, les facteurs d'impact et tout ça. Donc, à l'université, il y a le protocole DORA, hein, par exemple, hein, pour voilà, prendre de la distance avec les indicateurs de performance. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre outil si on n'a plus d'indicateurs de performance? Eh ben, c'est le stress test. Dans un monde dynamique, fluctuant, les outils statiques, hein, que sont les indicateurs de performance, ont peu de sens. Un indicateur de performance, ça n'a de sens que si le monde est stable. Dans un monde instable, il faut des outils dynamiques, donc des stress tests. Un stress test, hein, c'est tout simple, c'est un jeu, c'est un scénario où on fait fluctuer un des paramètres du système. Donc, par exemple, on se dit l'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher. Qu'est-ce que ça change à mes activités? L'année prochaine, il y a un virus informatique qui éteint Internet pendant 6 mois sur toute la planète. Qu'est-ce que ça change à mes activités? Voilà, c'est ce genre de fluctuation-là, et on voit, en fait, si on y joue sérieusement à ce jeu, on va augmenter les marges de manœuvre. On va mettre des doublons, on va mettre de l'hétérogénéité, de la lenteur, tous les principes du vivant, hein, finalement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les marges de manœuvre, et puis le jour où il y a une vraie crise qui arrive, alors c'est ça qui est génial, c'est que le stress test est générique. Puisqu'on a augmenté les marges de manœuvre, on passera mieux la crise. Parce qu'en fait, on aura pris les marges de manœuvre suffisantes. Et donc là, je vous montre un exemple. Ça, c'est Tumult. Tumult, c'est un jeu qui a été créé par la métropole de Lyon à destination des entreprises pour augmenter la robustesse face aux fluctuations à venir. Et ben, c'est un autre signal faible du monde qui vient quand une métropole commence à développer des jeux de stress test pour les entreprises. Ça veut bien dire qu'on est en train de rentrer dans le monde fluctuant et qu'il va falloir développer sa robustesse. Alors, diapo suivante. Outre le stress test, il y a une autre chose à bien comprendre, c'est que la robustesse, ce n'est pas à la carte. Si, là, je vous prends un exemple. Ici, là, on imagine, vous avez une organisation qui est au service de la robustesse de son territoire. Donc, l'anneau vert, hein, c'est la robustesse du territoire. Mais en interne, c'est encore une organisation qui fonctionne de façon très performante. Donc, on ne compte pas ses heures, on travaille le week-end, c'est un fonctionnement plutôt dictatorial, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de cramer l'organisation de l'intérieur. Performance, burn-out. Alors, quand on fait ça, eh ben, l'organisation n'est plus au service de la robustesse du territoire parce qu'en fait, elle est en train de se cramer de l'intérieur. Et donc, elle n'aide plus personne. Donc, du coup, animation suivante, la robustesse, il faut que ce soit en interne et en externe. En fait, il faut prendre soin de sa robustesse interne pour être au service de la robustesse du territoire. Et donc, vous pouvez voir ça comme une poupée russe. En fait, notre première robustesse, c'est notre santé individuelle. Ça, c'est de la robustesse, c'est notre écologie intime. Voilà, robustesse interne, au service de la robustesse de nos proches. La robustesse des proches, elle va être au service de la robustesse du collectif, qui va être au service de la robustesse de l'organisation, qui va être au service de la robustesse du territoire, qui va être au service de la robustesse des autres territoires. Et donc, c'est une cotte de maille avec plein de robustesse interconnectées à toutes les échelles. Et donc, s'il y a un problème dans une des mailles, ça tient toujours. Parce qu'en fait, on a plein de leviers de robustesse à toutes les échelles. Et donc, c'est ça qu'il faut organiser. C'est une robustesse à tous les échelons. Et donc, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas s'oublier dans la robustesse. Il va falloir aussi prendre soin de notre propre robustesse individuelle, quelle que soit l'échelle. Alors, diapo suivante, ça veut dire en fait qu'on a un nouveau rapport à l'économie, tout ça. En fait, ici, là, je vous montre une pyramide qui est un peu la pyramide qu'on a en tête quand on fait des projets dans l'idéologie du monde stable, hein. On pense que la fondation de tout projet, c'est la solidité du modèle économique. Et donc, on a une solide fondation économique et un peu par pensée magique, on pense que cette solidité économique va nourrir le lien social et le soin à l'environnement. Donc ça, c'est vraiment de la pensée magique, hein, parce que la fondation de la pyramide, c'est l'économie, et l'économie, c'est une abstraction mathématique. Donc on ne voit pas bien comment ça pourrait marcher, hein, ce truc-là. Alors pourquoi ça marche? Ça marche seulement si en dessous de l'économie, il y a une brique
qui est des ressources abondantes et pas chères. Alors, c'est toujours à gauche, hein. On est toujours sur la pyramide de gauche. Donc là, voilà, on a une base avec beaucoup de ressources. Et ben, donc là, ça marche. Le rôle de l'économie, c'est de gérer l'abondance des ressources. Donc du pétrole, des métaux, des ressources humaines, des Deliveroo. Et là, d'un point de vue un peu cynique, ça marche parce que le rôle de l'économie, c'est de gérer l'abondance des ressources. En biologie, hein, c'est ce qu'on appelle un parasite. Donc ça marche, hein. Le parasite, ça marche tant que les ressources sont abondantes. Mais quand elles sont plus abondantes, quand il y a des pénuries chroniques de ressources, quand il commence à y avoir des externalités négatives, et bien là, on bascule. Et donc la animation suivante, la fondation de la pyramide, c'est l'inverse. En fait, c'est le soin au milieu naturel. On prend soin des milieux naturels, alors du coup, ça va forcément mobiliser du lien social. S'il y a du lien social, alors ça va créer des modèles économiques. Et donc l'économie, c'est pas un gros mot, hein, l'économie est toujours nécessaire, mais l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie, et c'est sa place. Il faut que l'économie soit dans le social, parce que si on fait l'inverse, ça veut dire qu'on met le social dans l'économie. Ça n'a aucun sens. Pourquoi voudrait-on mettre la société dans un modèle mathématique? C'est forcément dogmatique. Donc, il faut que l'économie soit en sortie. Et là, ça marche. Et vous voyez, j'ai mis 2 phrases pour expliquer un peu ce que je vous raconte depuis le début là. En fait, c'est une inversion. Dans les années 80, par exemple, c'est là où on se posait la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Donc ça, c'est une posture descendante. On est encore dans le néolithique. On veut encore contrôler la nature. Donc c'est complètement dépassé comme attitude. Aujourd'hui, il ne faut pas se poser la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Il faut se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités. Et donc, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire que le monde fluctuant, on ne peut pas y faire grand-chose. Et on en prend pour 2 ou 3 siècles. Donc, c'est vraiment structurel. Ça va mettre beaucoup de temps à revenir à la normale, si ça revient à la normale un jour. Donc, ça va être très fluctuant. Donc, dans un monde très fluctuant, il va falloir ajuster nos activités à ce niveau de fluctuation. Et donc, ça, c'est des activités de robustesse, évidemment. Et donc là, on est beaucoup plus dans le bon sens. Et quand on est comme ça, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait des activités robustes, c'est là où en fait on va pouvoir avoir un impact positif sur l'environnement, parce qu'en fait on va pouvoir vivre avec son environnement, et donc en fait nourrir l'agroécologie, la biodiversité, et là en fait on commence à réverser les choses, on commence à faire des choses réversibles. Diapo suivante, je vais quasiment terminer. C'est une question de posture. Dans le monde de la performance stable, abondant en ressources, le décideur, c'est un meneur qui dit « je veux et je sais comment faire ». Donc ça, c'est une posture excluante qui est extrêmement fragile, parce que le décideur peut se planter, évidemment. Et bon, à la limite, c'est pas trop grave dans un monde stable, abondant en ressources, parce que si le décideur se plante, de toute façon, il y a plein de ressources ailleurs. On peut toujours rebondir. Mais c'est très problématique dans un monde instable et fluctuant et en pénurie chronique de ressources, parce que là, c'est très dangereux de suivre le décideur. Le dictateur bienveillant finit toujours par se planter quand même. Donc du coup, on bascule. Animation suivante. Le décideur, ça devient un facilitateur, une facilitatrice qui dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Donc en fait, le je veux est excluant, le j'ai envie, c'est du désir, ça c'est incluant. Ça va plutôt fédérer, ça va créer du nous. Et quand on dit je ne sais pas comment faire, c'est une posture d'humilité, de vulnérabilité. Et ça aussi, ça va créer, ça va fédérer, ça va mobiliser un collectif. Et donc ça va être très robuste, parce que même si le décideur n'est plus là, ça va continuer à se propager et à se déployer dans le territoire. Et donc ça, évidemment que c'est une posture pédagogique. Dans le monde stable, abondant en ressources, le professeur, c'est quelqu'un qui vient pour apporter des réponses. Dans le monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources, dans le monde de la robustesse, le professeur, c'est quelqu'un qui vient apporter des questions. Et ce sont les élèves, les étudiants qui vont chercher les réponses de façon collégiale. Donc c'est la classe inversée, c'est la pédagogie active, c'est l'école du dehors, c'est tout ça. Et donc là, on est en train de le voir de plus en plus, le travail en équipe à l'université, etc., ça se développe beaucoup. Ça, c'est une posture de j'ai envie, je ne sais pas comment faire. Et donc ça va se développer beaucoup. Les approches participatives vont se développer de façon majeure, mais ça commence à se développer dans tous les secteurs, dans l'architecture, dans le bâtiment, dans l'agriculture. Donc c'est la même posture. Et donc il va falloir former à l'université non pas des compétiteurs, mais des coopérateurs. Et donc ça demande des savoir-faire.
savoir parler à des personnes qui ont différentes traditions, différentes cultures, être exposé à des conflits, savoir résoudre des conflits. Donc ça, c'est la meilleure réponse pour déminer les fake news hein, aussi. Donc en fait, l'université, les endroits où on fait de l'enseignement, on va plus vraiment enseigner des choses, on va plutôt apprendre aux étudiants à apprendre. Et donc c'est beaucoup plus joyeux hein, finalement. Hein. C'est beaucoup plus en interaction et beaucoup plus horizontal. Ok, alors diapo suivante, juste pour vous dire que la robustesse est en train de rentrer un peu partout dans plein de secteurs, dans des entreprises, des organisations, des collectivités, des territoires. La Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple, dans toute la Belgique francophone, a fait de la robustesse sa vision stratégique pour 2030. Donc en fait, voilà, il y a plein d'endroits où ça commence à venir et donc c'est normal. Hein, voilà, le monde devient de plus en plus fluctuant, donc on va développer de plus en plus de robustesse. Donc il y a des formations un peu partout. Et sur la diapo suivante, en fait, c'est une petite suggestion pour vous. Hein. En fait, la meilleure façon de développer sa robustesse dans son territoire, ce n'est pas tellement de faire venir un expert qui va vous parler de robustesse. C'est parce que ça, c'est de la solution clé en main performante qui a peu de chances de laisser de traces. C'est plutôt une stratégie beaucoup moins performante, mais plus robuste, qui est de créer des communautés apprenantes sur la robustesse. Donc, ça peut être des communautés sur tous les sujets, hein, sur l'enseignement, sur une discipline en particulier, sur les approches pédagogiques, enfin, ça peut être sur plein de choses. Et en fait, collectivement, voilà, un petit groupe de 10, 20 personnes commence à travailler cette notion-là. Et là, vous allez vraiment transformer votre territoire. Et donc, il n'y a pas besoin d'experts. Hein, c'est plutôt une collégialité. Vous êtes tous experts. Quoi, voilà. Donc, ça permet de diluer les expertises et surtout d'avoir un vrai dialogue constructif. Et donc là, vous avez un site web qui peut vous aider. Pour ça, c'est larobustesse.org. Alors, il n'y a pas d'espace entre larobustesse, oui d'ailleurs, c'est larobustesse.org, avec des ressources qui sont toutes en open access, en accès libre, et qui peuvent vous donner des exemples d'autres communautés apprenantes qui sont en train de se développer à droite à gauche sur la robustesse avec des outils, voilà, des jeux, etc. Donc tout ça, c'est en accès libre. Ok, je termine avec la diapo suivante. Si vous voulez creuser de façon peut-être plus individuelle, c'est sur il y a des bouquins, bon, mes petits manifestes, là, le antidote au culte de la performance, donc il dit la même chose mais en version punchline en 60 pages. Le manifeste pour une santé commune, ça c'est la pyramide inversée. Les 3 bouquins chez Odile Jacob, c'est plutôt en détail sur les différents sujets sur la robustesse. La 3e voie du vivant, c'est certainement le plus générique. Le MOOC, il y a un petit MOOC chez Sator, Construire la robustesse. Et puis sur le site Institut Michel Serres, il y a un onglet S'impliquer. Vous allez trouver des formations, donc j'ai cité un petit peu là. Des premiers pas, des projets inspirants. Donc n'hésitez pas à faire un tour, il y a là aussi des ressources qui peuvent vous intéresser. Voilà, je m'arrête là, comme ça on a un peu de temps pour les questions. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Olivier, c'était passionnant, intéressant. On va ouvrir une séquence de questions-réponses, on a jusqu'à 11h15, 11h20 maximum. Est-ce que certains souhaitent interroger Olivier ? Merci Olivier pour votre intervention. Je veux pas paraître un peu pessimiste, mais vous êtes très optimiste et on voit qu'aujourd'hui, par exemple aux États-Unis avec Trump ou Musk, on peut avoir des retours en arrière quand même assez radicaux et assez rapides. Et vous projetez plutôt que on va aller dans le sens positif. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous rassurer ou me rassurer là-dessus? Alors le fait que les ultra-performants sortent du culte de la performance pour entrer dans le délire de la performance, enfin, aller sur Mars, c'est un projet complètement débile, hein. Enfin, faut le dire, hein. Enfin, Aurélien Barraud le dit mieux que moi, hein, mais c'est quitter une planète vivante pour aller sur une planète morte, il n'y a aucun intérêt, hein. Enfin, c'est un projet qui n'a absolument aucun sens, et pourtant, c'est un projet qui est soutenu par Musk et d'autres. Faire des bunkers, enfin, en gros, quand on regarde bien, les ultra-performants n'ont que des projets de mort. Donc, c'est des projets qui ne vont pas embarquer très longtemps. Et d'ailleurs, on a vu avec les Tesla, hein, ça a dévissé très rapidement. Enfin, en gros, le problème que les ultra-performants ont, c'est que leur projet n'est pas viable. Et ça commence à se voir. Enfin, quand on en est à faire dans le Honduras, Prospera, à promettre la vie éternelle en se congelant dans de l'azote liquide, enfin, qui va rêver de ça quand même, hein. Enfin, il y a quand même un moment où, voilà. Alors, je ne veux pas négliger le fait qu'ils embarquent encore beaucoup de monde. Mais le point principal, c'est que si on tombe dans le pessimisme, en fait, on va jouer dans leur jeu. Parce que le pessimisme, ça veut dire que la seule voie possible, c'est la leur, et qui est une voie non viable.
Donc l'optimisme, c'est pas de l'optimisme BA, hein, c'est de l'optimisme de résistance. C'est-à-dire qu'en face du projet de Trump, ce qui est anormal, c'est que Kamala Harris, par exemple, les démocrates, n'ont rien proposé de désirable. C'était très mou. Finalement, on a presque l'impression qu'ils étaient contents que ce soit Trump, comme ça ils vont moins payer d'impôts. Enfin, je vais être un peu cynique, mais c'est quand même très surprenant qu'il y ait qu'il y ait autant d'apathie aux États-Unis quand même. Donc ils sont un peu sidérés parce qu'ils se rendent compte que leur rêve américain, c'est un cauchemar en fait. Bon, donc il faut absolument qu'en face, il y ait un projet désirable. Et ce projet désirable, ce qui est incroyable, c'est qu'on l'a sous les yeux. C'est ça qui est dingue. On a tout en main. Dans l'agriculture, on a toutes les solutions. Hein. L'agroforesterie, l'agroécologie, la permaculture, tout ça, c'est sous la main. En fait, ça demande juste de réaliser qu'il va falloir dérailler du culte de la performance. Et je pèse tous mes mots, parce que nous sommes sur des rails. Donc, il faut bien dérailler. Et la performance, c'est bien un culte. C'est une dérive sectaire. Donc, une fois qu'on a compris ça, d'un seul coup, on se rend compte que le monde s'ouvre, qu'il devient pluriel, qu'il est beaucoup plus intéressant. Et c'est vraiment important de réaliser que face aux ultra-performants, à l'international réactionnaire, il faut créer un désir qui est nettement plus mobilisateur que des petites ajustements à la marge. C'est vraiment tout le système qui va basculer. Et on est en train de le voir en plus. Donc c'est même plus une prédiction scientifique, c'est même plus une théorie poétique. On est dedans. C'est juste que c'est complètement sous le radar médiatique. Et donc c'est finalement notre rôle, surtout pour les jeunes qui sont dans l'éco-anxiété et qui ont du mal justement à se mobiliser parce qu'on leur dit que c'est un avenir terrible qui les attend. Au contraire, il faut leur dire que vous allez être la première génération qui aura le pouvoir et la légitimité de tout changer. Et ça va se passer dans les 5 ou 10 prochaines années. Ça va aller très vite. Et ça, je ne suis pas un devin, mais quand on regarde tous les paramètres économiques, le pic de pétrole conventionnel, on l'a passé en 2008. Le pic de tous les pétroles, on l'a passé en 2018. Donc ça y est, on a basculé. La décroissance, ça fait des années qu'on est en décroissance. Timothée Parric va en parler juste après, mais tous les indicateurs, quand on en est à 3 300 € milliards de dettes en France, ça veut dire qu'on est en décroissance depuis des années. C'est juste qu'on fait tourner la planche à billets pour maintenir l'idéologie de la croissance, à crédit, quoi. Je ne veux pas trop éditorialiser, mais je suis d'accord sur le fait que ça fait peur, l'international réactionnaire, aussi en Europe, elle est là. Mais pour le fait que ça se cristallise et qu'ils aient tous la même pensée, tous la même peur des femmes, la même obsession pour la domination, la même obsession pour l'argent, c'est un cristal, et ça c'est le seuil du basculement. Quand ça converge à ce point-là, ça veut dire qu'ils n'ont vraiment plus rien à proposer. Une seule voie qui est non viable. Et donc, on arrive au fond, là. Ils sont dans les cordes, Ils n'ont vraiment plus rien à proposer. Encore une fois, de l'azote liquide, déménager sur Mars, ça. C'est que des projets totalement délirants qui ne vont pas embarquer grand monde juste quand il suffit juste de s'arrêter une seconde pour se rendre compte que ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Olivier. D'autres questions? C'est trop long. Est-ce que la robustesse implique pas qu'on accepte en fait la fin de l'être humain? Je pense à ça, parce que dans le domaine de la santé, en fait, vous disiez tout à l'heure, optimiser, c'est fragiliser. Mais en fait, on devient de plus en plus performant dans le domaine de la santé, ce qui améliore notre durabilité sur Terre. Et est-ce que finalement, ce concept de robustesse, c'est pas tout simplement qu'on accepte que l'être humain est une fin un jour? Alors, ce serait trop radical. C'est-à-dire que si on fait que de la robustesse, on tombe dans une forme de radicalité de la robustesse et ça devient de la performance. C'est ça qui est, toute radicalité est performante. C'est un canal. Donc en fait, dans la santé, on peut au contraire imaginer qu'on est allé beaucoup trop loin dans la performance. C'est qu'on fait des hôpitaux qui sont très performants et là, en fait, tout le monde va être très content que l'infirmière s'y reprend pas à 15 fois avant de faire une piqûre. Donc il faut qu'elle soit performante, l'infirmière qui fait la prise de sang. Personne aime se faire piquer 15 fois avant que ça rentre. Donc ça, c'est de la performance, mais il faut surtout, donc ça, l'infirmière est performante, mais il faut surtout espérer que le reste de l'hôpital est robuste. Parce que sinon, ça veut dire que si tout le monde est en performance, tout le monde est en burn-out, et l'infirmière qui est très performante, elle est peut-être en train d'injecter le mauvais produit. Et donc là, ça devient contre-productif. Donc c'est plutôt un équilibre à trouver. Donc dans le monde de la santé, dans le monde de la performance et de la santé, on veut faire des hôpitaux très performants, avec les meilleurs scanners, avec tout ce qu'on veut, et on va faire de la téléconsultation pour résoudre les problèmes des déserts médicaux.
Donc ça, c'est un système extrêmement fragile qui va dépendre d'Internet, qui va dépendre en fait, on va perdre des compétences. Donc ça, c'est de l'optimisation qui fragilise. Et donc les chirurgiens, par exemple, qui font des actes chirurgicaux très performants, de plus en plus, ils se rendent compte qu'à leur table d'opération, ils ont besoin de 6 ou 7 personnes. Et bien de plus en plus, ils n'ont pas les 6 ou 7 personnes. Il leur manque une personne. Et donc, ils doivent reporter l'opération. Et donc là, ils fragilisent le patient parce qu'ils ont augmenté, parce qu'ils ont optimisé leur hôpital. Enfin, ce n'est pas eux directement, mais ils subissent l'optimisation de l'hôpital. Donc, le futur robuste de l'hôpital, ce n'est pas d'exclure de la technologie très performante. Il y aura toujours des hôpitaux avec des super technologies très performantes, mais c'est surtout en parallèle le développement de maisons de santé partout dans le territoire avec tous les ingrédients de l'écologie qu'on a appliqué à l'alimentation, mais cette fois qu'on applique à la santé. Le low-tech, les circuits courts, les approches participatives. Donc, ça veut dire que les équipements dans ces maisons de santé doivent être réparables dans le territoire. Il faut que les citoyens, peut-être un jour dans la semaine, ils vont participer aux soins de la maison de santé. Donc, en fait, on va vraiment revoir complètement notre modèle de santé. Et il y aura en fait plusieurs niveaux. Et on ira aux urgences ou à l'hôpital que quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est vraiment parce qu'on demande de la performance. Le reste du temps, ce sera des soins dans le milieu local. Donc, c'est plutôt un équilibre à trouver entre performance et robustesse. Et donc, en fait, c'est pas une fatalité. Hein. Le monde fluctuant, c'est au contraire, on va en faire quelque chose de ce monde fluctuant. Ça va nous permettre d'atterrir, voilà, de faire des systèmes où on va rééquilibrer performance et robustesse. Malgré tout, là, dans votre schéma, on vise à être très performant dans la robustesse. Il se passe quoi si on est très performant dans la robustesse ? Alors très performant en robustesse, alors c'est un peu compliqué parce que si on est très performant en robustesse, c'est encore une fois, c'est une forme de radicalité. Hein. Le seuil entre performance et robustesse va dépendre des secteurs, des localisations, des géographies. Ce sera jamais la même chose dans tous les territoires. Hein. Ce sera à trouver. Le seuil va bouger tout le temps en plus, hein, donc ce sera même pas stable. Si on est très performant dans la robustesse, si on devient très 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 robuste, en fait, on va ressembler à des peuples premiers. Les Kogi en Colombie, les Achuar au Pérou. Enfin, donc là, ça, c'est des peuples qui sont extrêmement robustes, mais qui par contre, on tombe dans un carcan de la tradition qui les rend moins transformables. Et donc, par exemple, les Kogi qui sont dans les cimes colombiennes, si le réchauffement climatique continue comme ça, leur territoire va disparaître. Et donc, ils vont avoir beaucoup de mal à s'adapter parce qu'ils sont trop dans la robustesse. Donc, ils sont trop dans le carcan traditionnel et donc une robustesse qui est plutôt enfermante. Donc, c'est là où il faut en fait trouver un seuil. Hein. C'est un équilibre à trouver entre les deux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter la performance. Hein. Enfin, c'est comme la fièvre. Hein. Les êtres vivants ils autorisent la performance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut considérer la performance d'abord comme un problème. Parce que quand on augmente les performances, on se fragilise. Mais cette performance, elle peut être utile de façon transitoire. Donc, c'est plutôt cet équilibre dynamique qu'il faut trouver. L'idée le fait que les systèmes changent par les marges et l'image des oiseaux, c'est parlant. Mais moi, je m'inquiète personnellement de la vitesse à laquelle le virage va être pris. Et tout à l'heure, vous avez dit dans 5-10 ans, voilà, il va se passer pas mal de choses. Mais est-ce que on va être capable de prendre est-ce que les marges vont réussir à faire bouger le reste assez vite dans un système contraint par un système économique capitaliste qui verrouille plein de choses, un système médiatique qui fait que plein d'initiatives, des choses qui sont en train de changer dans le bon sens, elles sont sous les radars pour pas mal de monde. Donc, voilà, moi je me pose cette question de la temporalité. Est-ce qu'on va y arriver assez vite ? Alors j'ai une réponse en 2 mots. Oser désobéir. Oser désobéir au catéchisme performant. C'est-à-dire qu'en fait, individuellement, collectivement, nous avons tous notre rôle à jouer. Nous sommes tous dans des marges, dans nos collectifs respectifs. Et donc, c'est à tout le monde de s'y mettre à contaminer le système. Et pour moi, je suis très optimiste. C'est-à-dire que pendant des années, les marges étaient plutôt là pour justifier l'action du cœur. Donc, par exemple, on mettait des pistes cyclables pour permettre qu'il y ait plus de SUV sur la route. Hein. Et on est encore un peu dans ce monde-là. Mais il y a quand même un moment où on arrive au point critique où ça bascule. Hein. Les exemples de basculement, il y en a plein. Hein. La ceinture dans les voitures, hein, par exemple. Hein. Il y a des années, on pensait que ce n'était pas possible qu'il y ait des ceintures dans les voitures. Bon, non, plus personne ne se pose cette question-là. Fumer dans les restaurants. Avant qu'on passe la loi sur l'interdiction de fumer dans les restaurants, tout le monde disait que ça allait faire fermer les restaurants. Un mois après, plus personne pensait fumer dans les restaurants. Donc, c'est ça qu'on va vivre. Hein. C'est vraiment un basculement. Ce n'est pas une évolution progressive. Et ça va nous surprendre. Hein. Ça va nous surprendre. Ça va aller très, très vite. Et en fait, le truc, c'est que plus il y a de fluctuations, et plus les plus performants tombent. Enfin, encore une fois, un Tesla, quoi. Voilà.
quand il y a des fluctuations, ça tombe très vite, les performants, parce qu'ils sont canalisés et ils ne sont pas capables de s'adapter. Donc, en fait, ils tombent très vite. C'est Stellantis, c'est Boeing, c'est Evergrande, donc des très gros, c'est Lehman Brothers. Voilà. C'est des très gros. Enfin, on est en train de basculer de too big to fail à too big not to fail. Parce que ce n'est pas adaptable, un gros paquebot. Quoi. Et donc, dans un monde fluctuant, ça va dégager, ça va balayer les performants. Le risque principal, pour moi, ce n'est pas tellement que la marge contamine le cœur. Ça va arriver, et ça va arriver très vite. Et tant qu'à faire, il vaut mieux être un acteur de cette contamination. Et donc ça, c'est le rôle de l'université, hein. Enfin, entre autres, hein, mais tout le monde. Hein. On peut être un acteur de cette contamination. Moi, ma seule crainte, c'est la résistance des ultra-performants. Les ultra-performants vont résister très fort. Et donc, une tactique qui est quasiment une tactique de guérilla militaire, c'est justement dans la contamination, en fait, c'est une stratégie d'étouffement, d'encerclement. C'est que les marges ont déjà basculé dans la robustesse. En fait, ce qu'il faut, c'est que la marge s'épaississe pour que le cœur devienne une marge ringarde, qui ne soit plus attractive. Et une fois que le cœur n'est plus attractif, ça bascule gentiment. Et en fait, on n'a même plus besoin de l'expliquer, parce que c'est tellement ringard qu'on n'en parle même plus, on l'ignore. Et donc, voilà, Trump, Musk, Poutine, Erdogan, Netanyahou, c'est le cœur performant, alors qui fait très peur, hein, parce qu'il est dans un délire fasciste. Mais c'est le champ du cygne. De toute façon, ils sont périmés. Enfin, c'est des fossiles d'un monde ancien, tout ça. Donc, en fait, c'est beaucoup plus joyeux de passer du temps dans la marge à contaminer. Parce que là, il y a des acteurs qui sont en train de se poser des questions, qui sont en dissonance vis-à-vis de ce monde-là, qui se disent, il y a bien quelque chose qui ne colle pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben voilà. Donc, si on commence à aller vers de la robustesse, de l'adaptabilité, des interactions, de la coopération, on embarque du monde. Hein. Peut-être là où on a un rôle à jouer, c'est surtout sur les ados et les jeunes. Parce que si on arrive à les faire basculer, eux, alors là, ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et puis eux, en fait, ils sont en général beaucoup moins à perdre. Donc, ils sont plutôt volontaires. Hein. Donc là, il y a plein de choses à imaginer. Encore une fois, hein, les communautés apprenantes, il y a des choses à imaginer. Grand merci, Olivier. Nous te remercions. Vous pouvez l'accueillir. Merci. Merci. Et bonne route vers la robustesse alors. Ouais.